Le sport, vous le regardez à la télé, vous allez le voir dans les stades et vous le pratiquez peut-être. Il fait vibrer les foules, déchaîne les discussions et les passions. Qu'il soit amateur ou professionnel, il est porté par des hommes et des femmes impliqués qui œuvrent à son organisation, son développement et sa visibilité. Le ESG Sport a décidé d'aller à leur rencontre pour qu'ils vous partagent leur histoire et leur monde vu de l'intérieur et des coulisses. Ce podcast est réalisé par l'ESG Sport, l'école de commerce du sport business, pour ses étudiants et bien au-delà, pour tous les passionnés du sport. Alors, bonjour, on est Yann Roubert. On est très très heureux de vous avoir avec nous sur ce podcast de l'ESG Sport. J'animerai ce podcast avec Ruben Mamou, qui est étudiant en bachelor 3e année chez nous depuis 3 ans. L'idée, c'est qu'on revienne dans un premier temps sur votre parcours d'entrepreneur. Vous allez nous expliquer un petit peu votre passage chez Bouygues Telecom, GL Event, à la tête du Loup Rugby, puis maintenant à la tête de la Ligue nationale de rugby. On s'intéressera ensuite, bien évidemment, à la Ligue, à ses enjeux, au rôle de la Ligue aujourd'hui dans la structuration du rugby professionnel. Et ensuite, on s'intéressera un petit peu aux questions d'actualité, si vous voulez bien. Parfait, bonjour, ravi d'être là. Top. Ruben, je te laisse commencer avec un petit échauffement. On a quelques petites questions déjà pour commencer en mode rapide. Donc, 2 choix possibles. Et vous choisissez le choix qui vous conviendra le mieux. Ça marche, c'est impeccable. C'est sympa de me laisser le choix. Ça arrive pas si souvent que ça. Allons-y. Vous êtes plutôt sport de montagne ou rugby? Dur, ouais. Les deux. Sport de montagne à la base, rugby aujourd'hui. Ok. Match au stade ou match à la télé? Stade. Stade. Okay. Sans hésitation. Ah, il y a l'ambiance en plus. Ouais. 15 de France ou top 14? Je suis obligé de dire top 14, mais je supporte aussi le 15 de France. Bayonne ou Biarritz? Dur. On va souhaiter à Biarritz de revenir et beaucoup d'amitié pour Bayonne, qui a sans doute la plus belle chanson du rugby français et une des plus belles ambiances de tous les stades de France. Très bonne réponse. En tant que Bayonnais, c'est vrai. Je valide. Plutôt 3e mi-temps ou première réunion du lundi? J'aime mieux la 3e mi-temps, mais j'ai pas toujours le choix. Faut aussi que je fasse la réunion du lundi. Une question un peu compliquée, président du Loup ou président de la LNR? Aujourd'hui de la LNR, mais avec évidemment beaucoup de très très beaux souvenirs au rugby. Vous êtes plutôt pilier ou arrière? Arrière, sans hésitation. Rugby business ou rugby passion? Rugby passion. Dupont ou Ntamak? Dur de choisir. Les deux sont importants. J'ai toujours eu une faiblesse pour les 10 et les 15, donc obligé d'aller vers Romain Ntamak. Plutôt stade Vélodrome ou stade Mayol? J'ai des souvenirs extraordinaires dans l'un comme dans l'autre, mais je dirais le stade Vélodrome parce qu'on y a gagné une Coupe d'Europe avec le Loup Rugby, et faire chanter Lyonnais au stade de Vélodrome, c'est suffisamment rare pour être apprécié. Ouais. Du même style, stade Gerland ou Groupama Stadium? Matmut Stadium de Gerland. Plutôt rock ou mêlée? C'était ma spécialité, ni de l'un ni de l'autre. Donc là, je dirais ni l'un ni l'autre si je pourrais. On va prendre mêlée pour dire un truc. Maillot trempé ou costume repassé? Maillot trempé. Mais il faut pas souvent que je mette un costume, il est pas toujours repassé. Coup de sifflet ou coup de com'? Coup de sifflet pour respecter les arbitres. Et non, coup de com', il faut qu'il y ait de la sincérité. Donc pas seulement un coup de com'. Et puis une dernière pour la route, rugby d'hier ou rugby de demain? Faut qu'on travaille sur celui de demain avec plein de respect et de gratitude pour celui d'hier. Merci à vous. Top. Merci d'avoir joué le jeu sur ces premières petites questions rapides. On va s'intéresser, comme je le disais en introduction maintenant, à votre parcours, essayer de mieux comprendre ce qui vous a conduit aujourd'hui à la tête de la Ligue nationale de rugby, les valeurs aussi qui vous animent au quotidien. Et en quoi votre expérience de manager dans le privé va influencer aujourd'hui votre manière de diriger le club, diriger autrefois le club du Loup et la Ligue nationale de rugby depuis mars, c'est ça? Depuis mars dernier, oui. Vaste programme. Essayez de cerner tout ça. Très bien. Donc, première question. Donc, vous êtes diplômé de l'EDEC. Vous êtes passé par Bouygues Telecom, SFR, GL Event, avant de prendre la présidence du Loup Rugby. Qu'est-ce qui vous a amené à franchir le pas du sport professionnel?
Ce qui m'a amené à la Ligue nationale de rugby, je sais pas exactement, sans doute une suite de mauvais choix, soit les miens, soit ceux de mes actionnaires, soit ceux de des présidents de clubs à l'heure actuelle. Le sport professionnel, en fait, j'ai toujours aimé être dans le sport, soit comme pratiquant, soit comme organisateur ou enfin, en tout cas dans ce milieu-là. Ce qui m'a amené vers le marketing du sport, on va dire, ou l'organisation du sport, sans doute le fait que j'ai dû le quitter le sport en tant que pratiquant, parce que j'ai fait beaucoup de montagnes ou de bateaux sans être ni Kylian Jornet ni Franck Carras. Du coup, j'ai pas forcément eu le choix de basculer parce que j'avais sans doute pas le niveau pour faire une vraie carrière dans un sport qui paye, quoi. En gros, j'ai fait pas mal de montagnes, mais on n'en vit pas, en tout cas pas à mon niveau, en tout cas là-dessus. Du coup, le sport professionnel était un moyen de rester connecté dans ce milieu qui a toujours été ma passion. Donc le seul dans lequel j'ai évolué avec passion et du coup travaillé depuis que je suis rentré dans la vie professionnelle. Vous avez souvent été décrit comme un manager entrepreneur. Comment votre formation en management influence-t-elle votre manière de diriger un club ou même une ligue à présent? Ouais, je pense qu'on retrouve des principes de management dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. J'aime bien rappeler qu'un club, c'est une équipe et une entreprise. Ça n'est ni que l'un ni que l'autre, et évidemment jamais l'un sans l'autre. Donc je trouve que le fait de travailler dans le sport professionnel, ça permet de mixer les deux, garder ce côté sportif, même si on n'est plus sur le terrain, avec pas mal de frustration. Hein. Souvent, j'aurais préféré être ouvreur ou arrière que président, mais on fait ce qu'on peut. Et du coup, je trouve que c'est un moyen d'appliquer ces principes de management dans un secteur qui permet de mêler la passion, le contact humain et le fait d'être sur le terrain. C'est un bon moyen de travailler sur les deux. Donc voilà, je pense que j'applique des principes de sportif dans le management, de management dans le sport. Et cet équilibre, il est ce qu'il est, en tout cas, mais il est forcément le fruit de mes formations et de mes pratiques. Donc oui, je pense que cette école de management m'a sans doute inculqué quelques principes de travail, de rigueur, d'organisation, de management tout simplement. Et le fait d'avoir pu exercer ça dans les différents milieux sportifs m'a permis de mixer ça avec l'enthousiasme et la passion du fait de travailler dans un milieu que j'aime. On va s'intéresser justement à ces principes. Donc, sous votre présidence, le Loup Rugby est devenu un modèle de stabilité économique et sportive. Quelles sont les décisions clés qui, selon vous, ont permis cette structuration, cette transformation? Dans les 12 ans que j'ai passé au Loup Rugby, il y a eu 2 facteurs clés déterminants pour la progression du club. Le premier, il est évidemment sportif. C'était tout le principe de mettre le rugby au centre du projet. Ça paraît une évidence quand on s'appelle le Loup Rugby, mais encore faut-il que ça se concrétise dans les actes. Donc de chercher l'excellence sportive, et ça passait par le fait de remonter de Pro D2 à Top 14. Quand j'arrive, on est 9e le Loup était 9e de Pro D2, et l'idée c'était évidemment d'abord de revenir en Top 14, d'y rester et puis d'y gagner des titres. C'est ça, sans faire la navette, parce que sans faire de la nombreux navette, clubs, exactement, surtout parce que le Loup avait déjà connu une montée, était redescendu, on en a reconnu une avec moi, on a eu 2 titres de champion de France. Je dis souvent qu'on a une ligne de trop à notre palmarès, parce que être 2 fois champion de France de Pro D2, ça veut dire qu'il y a eu un accident au milieu. Mais voilà, l'idée, donc, c'était évidemment de se donner les moyens de nos ambitions, sachant qu'il y avait un potentiel assez extraordinaire au Loup Rugby à 3 niveaux. Sportif d'abord, faut savoir que le terroir lyonnais, au sens large, dans un rayon d'1 heure autour de Lyon, c'est en gros 100 000 licenciés, une centaine de clubs, et 60 000 licenciés. Donc ça veut dire que le terroir rugbystique est fertile. Le deuxième potentiel, il est tout simplement en termes de population. Il y a à peu près un gros 1 500 000 personnes dans cette même heure autour de Lyon. Donc si on en fait venir ne serait-ce que 2%, ça peut faire 30 000 tous les week-ends. Je dis ça sans arrogance, parce qu'à l'époque, on jouait devant un peu moins de 3 000 personnes. Mais le fait d'avoir rempli ce Matmut Slalom de Gerland à 35 000, ou même le Groupama Stadium à près de 60 000, ça veut dire que il y a cette appétence pour le rugby. Puis le troisième potentiel, il est évidemment économique. Le fait d'être la 2e région de France, la 2e île de France, fait que si on est bon, je dis bien si on est bon, on doit trouver les moyens de nos ambitions, donc pour pouvoir construire quelque chose. Donc ça, premier facteur clé de succès, clairement le sportif
sportif en se donnant les moyens de nos ambitions avec l'aide de toutes les parties prenantes, joueurs bien sûr, staff, supporters, partenaires, actionnaires pour construire tout ça ensemble. Et ça a été simplement des principes d'organisation. Puis le deuxième facteur que tu sais, ça a été le déménagement au Matmut Stadium de Gerland. C'est pour ça que j'y suis très attaché, que j'hésite pas quand on parle du stade de foot ou du Matmut Stadium de Gerland, qui maintenant est un beau stade de rugby. Ce stade nous a permis, pareil, de contribuer à ce développement en revenant dans Lyon, ce qui était important pour les Lyonnais, dans un stade qui était connu, dans lequel il y a eu une histoire, évidemment, avec l'Olympique Lyonnais et les bonnes ondes qu'ils ont laissées pendant les années où ils ont gagné au début des années 2000, mais aussi auparavant. Et puis ce stade nous a permis de développer d'autres activités, de faire que de gestionnaire d'équipe de rugby, le Loup Rugby devienne aussi, en gardant évidemment le rugby comme ADN foncier et au cœur de toutes les activités, mais de devenir aussi restaurateur, puisqu'on a une brasserie qui fait 300 couverts par jour, hôtelier avec un hôtel de 144 chambres, organisateur d'événements avec à peu près 500 événements par an sur les 350 jours où il n'y a pas de match dans les différents espaces réceptifs, promoteur immobilier, avec la construction de 30 000 mètres carrés de bureaux, un centre nautique, un centre médical, producteur de spectacles. On a eu Orelsan, Stromae ou Black Eyed Peas qui ont joué sur la pelouse du Matmut Stadium. Donc ça a permis de créer d'autres secteurs d'activité, d'autres relais de croissance qui permettent de financer l'activité rugby et les activités du rugby en général. Bien sûr. Puis votre passage, il a aussi été marqué par un titre en Challenge Cup. C'est pareil, quand vous reprenez le club en Pro D2, vous ne vous imaginez peut-être pas, tout simplement après prendre un titre en Challenge Cup. On l'espérait. Si proche en tout cas de la reprise. Si on fait du sport de haut niveau, c'est évidemment pour gagner des titres. Donc le premier à l'époque où j'ai repris, c'était d'aller gagner la Pro D2 parce que c'est là où on était. Et c'est vrai que quel que soit le sport et quel que soit le niveau où on le fait, il y a rien de plus beau que de gagner un titre. Enfin, c'est vrai en Régional 3 quand on est dans un sport en 4e série. Enfin, quel que soit le sport et quel autre. Donc évidemment, c'est ce qui nous anime. Et bien sûr que ce titre de Challenge Cup, qui était le premier au très haut niveau du Loup Rugby dans l'histoire moderne, évidemment que c'est des souvenirs qui sont merveilleux parce qu'ils sont partagés avec toute la communauté du Loup Rugby, les joueurs, le staff, les partenaires, les actionnaires, la famille, les supporters, et ça c'est des moments qui sont absolument magiques et qui restent gravés. On aurait aimé en avoir plus évidemment, j'en souhaite au Loup Rugby, je suis devenu impartial il y a 6 mois maintenant, donc pas qu'au Loup Rugby mais à tous ceux qui jouent, mais évidemment que ça a été des souvenirs extraordinaires, et ceux qu'on a ratés, on a fait 2 demi-finales, et puis toujours un petit regret pour l'année 2020, on sait pas ce qu'elle aurait donné, mais le championnat avait été annulé, alors que le Loup avait été premier ou deuxième toute la saison et pas allé à son terme. Mais en tout cas, ce qu'on a gagné, c'est évidemment des souvenirs qui sont gravés à jamais et qui sont des moments de partage extraordinaires. On va faire un petit pas de côté maintenant sur votre vie personnelle. Vous avez écrit un livre qui relate un tour du monde plutôt sportif. Ouais, il y a longtemps, vous êtes allé chercher loin. Mais c'est vrai que c'est aussi des beaux souvenirs. Du coup, est-ce que cette expérience, a changé dans votre rapport au risque, à la performance Alors, dans cette expérience, effectivement, puisque mon rapport au risque a changé, parce que je me suis marié en rentrant, donc ça faisait partie des conditions. C'était un peu inscrit à mon contrat de mariage de plus grimper ou de plus grimper de manière aussi engagée que j'ai pu le faire plus jeune en rentrant. Par contre, ce qui reste de cette année, qui était effectivement une expédition autour du monde, en essayant d'être aux bons endroits au bon moment pour pouvoir grimper. Donc, on n'est pas là après la mousson en Nouvelle-Zélande pendant l'été là-bas, en Patagonie avant qu'il fasse trop froid dans les Andes à la saison où on peut grimper. C'est d'abord des souvenirs extraordinaires parce que c'était partagé avec 4 copains. Donc, on est évidemment liés par cette aventure et cette année passée en commun qui a été extraordinaire. Et rapport au risque, je sais pas si c'est lié à cette aventure en soi, mais sans doute à la montagne depuis assez jeune, où on essaye de prendre des risques qui soient calculés, qui soient objectivés. Le risque zéro n'existe pas évidemment, mais en étant conscient de l'attention aux détails sans doute, parce qu'un manquement là peut porter à des conséquences qui sont graves. En l'occurrence, si on rate un nœud en montagne et en bateau, la conséquence elle est fatale et on y passe. Donc ça permet sans doute d'essayer de faire attention aux détails et de calculer les risques d'une part, et puis après de relativiser sur ce qui porte vraiment à conséquence ou pas, et ce sur quoi ça peut valoir le coup de se prendre la tête vraiment ou pas sur ce qui le mérite. C'est des compétences du coup que vous avez réussi
transférer dans le monde professionnel? Je sais pas si c'est confiant, mais sans doute que ça marque. En tout cas, on est évidemment marqué par ces différentes expériences. Donc oui, sans doute que ce rapport à la montagne au risque, il a un peu influé. Je sais pas si c'est conscientisé ou pas, mais sans doute qu'on est un peu le fruit de ce qu'on a fait. Donc peut-être que ça influe un peu parfois. Et pour revenir aussi sur ces compétences-là, est-ce que vous pensez que le dirigeant d'un club de rugby ou d'un club de sport en règle générale doit plutôt venir du milieu de l'entreprise avec un regard vraiment très pragmatique sur tous les sujets économiques, développement, etc. Ou plutôt, si vous avez parlé de passion au début, un vrai passionné qui vient de l'écosystème et qui reste. Est-ce qu'il y a du bon et du mauvais des deux côtés, mais l'un n'empêche pas l'autre, je pense, et je trouve que le rugby professionnel français est un bon exemple de la diversité des profils qu'il peut y avoir quand on voit à la tête des clubs. Il y a autant de modèles économiques que de clubs, de dirigeants et de parcours que de clubs. Donc il n'y a pas un manuel de celui qui va devenir président de club, quel que soit le sport d'ailleurs. Et je trouve que c'est plutôt une richesse d'avoir toute cette variété de parcours et de profils. Ça rend le truc d'autant plus passionnant et les échanges d'autant plus riches. Donc oui, souvent, j'ai souvent eu l'impression d'avoir un rôle un peu bâtard où côté sportif, on me reprochait d'être le manager et de penser aux actionnaires ou aux dimensions organisationnelles ou financières. Côté actionnaire, on me reprochait parfois d'être le sportif et de pas avoir de pas défendre assez les intérêts. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver les points d'équilibre justement entre passion et gestion, entre raison et organisation, entre émotion et management, quoi. Donc il faut essayer d'être des bons équilibres et chacun sa formule, chacun son parcours pour essayer d'y arriver au mieux. Question de dosage. Voilà. Bien sûr, et en continuant du coup dans cette voie, comment pensez-vous que le modèle de gouvernance des clubs ou des ligues sportives peut, elle également, inspirer en fait l'entreprise privée sans perdre l'âme existentielle de ces dernières? Ouais, il y a énormément de points communs. Je racontais souvent que si on se comparait à l'industrie quand on est un club, de rugby ou de quoi que ce soit d'ailleurs, notre direction de la production, c'est la direction sportive parce qu'on doit produire du jeu et des résultats. Donc on peut dire que le directeur sportif serait l'équivalent du directeur de la production. Et après, on est organisé d'une manière souvent assez classique, quoi. En gros, avec c'était le cas moi dans ce qu'on avait mis en place au rugby, sur le fait d'avoir une direction support dans lequel on allait retrouver tout ce qui était RH, admin, finance, compta, organisation, opération, en gros, et puis une direction au sens large, on va dire, marketing, communication, vente, comme dans une entreprise classique entre guillemets, quoi. Donc oui, il y a beaucoup de points communs, à la fois dans le fait que l'intérêt commun, les intérêts individuels de chacun au sein de l'organisation, qu'elle soit sportive ou pas, doivent se rejoindre au sein d'un intérêt commun qui est celui des objectifs de l'entreprise, quoi, en gros. Donc ça peut être de gagner des matchs, des sous, des clients, peu importe, mais je trouve qu'on a des organisations qui sont souvent assez similaires à des entreprises parce qu'encore une fois, un club pour moi c'est une entreprise, mais pas seulement, c'est aussi une équipe et il faut évidemment jamais oublier que l'un ne va pas sans l'autre. Ça a plutôt été une réussite en plus du point de vue à l'échelle française, parce qu'on sait qu'en Outre-mer, par exemple ces dernières années, la premiership un peu chuté, on va dire, là où à l'époque c'était un peu l'élite avec les Saracens. On a vu que la ligue anglaise n'hésitait pas à rétrograder, voire supprimer, notamment les Wasps, des clubs si jamais ces derniers n'étaient pas assez bien organisés d'un point de vue financier. Ouais, alors c'est plus qu'ils ont fait défaut et ils ont eu des problèmes financiers plus que la ligue qui les a anéantis, quoi. Et heureusement, la ligue doit soutenir les clubs et essayer de faire que l'ensemble se porte le mieux possible et être au soutien de ces clubs. C'est vrai qu'on a la chance en France et dans le rugby en particulier de sans doute être le seul sport dont le championnat français est le leader mondial. Je sais pas si on est le meilleur championnat du monde. En tout cas, ce qui est incontestable et ce qui est objectif,
objectif, c'est qu'on est celui qui attire le plus de monde dans les stades, le plus de stars de ce jeu, celui qui paye les meilleurs salaires à ses joueurs, qui a le plus de téléspectateurs, le plus de partenaires. Donc faut s'en réjouir, c'est bien, mais avec ça, essayer de continuer dans cette dynamique et de pas oublier que pour autant on vit pas sur un tas d'or et que c'est très difficile pour beaucoup de clubs qui sont en déficit. Donc faut saluer, je pense, le travail et l'investissement des dirigeants et des actionnaires qui sont là pour faire continuer ces clubs en dépit de ces difficultés. Je pense que ça a aussi servi de jurisprudence, le système, ce qui s'est passé en Angleterre pour la Ligue française en même temps. On est évidemment, à l'écoute de ce qui se fait. Enfin, et on regarde évidemment ce qui se fait à l'extérieur de nos frontières, bien sûr, de notre sport aussi, pour essayer de trouver des sources d'inspiration partout où il se fait de belles choses. Et il y en a beaucoup. Et puis à l'inverse, parfois, essayer d'éviter certains écueils dans lesquels nos confrères ont pu tomber. Donc vous avez pris la tête de la LNR là en mars dernier, donc on disait la suite de René Bouscatel. Quelle est votre vision du rôle de la Ligue aujourd'hui ? Quels sont les points sur lesquels vous pouvez vous retrouver dans ce qui était fait avant et ce que vous souhaitez aujourd'hui alors notre mission principale, c'est d'organiser, de promouvoir, de réguler les championnats et d'œuvrer les championnats professionnels français. Ça se fait et puis d'essayer d'œuvrer pour le bien du rugby et de notre sport à travers sa dimension professionnelle, mais aussi avec la Fédération française de rugby qui elle gère le rugby amateur et les équipes de France. Évidemment, on a une mission et un combat commun pour le rugby, sa pratique et ses valeurs, quel que soit le club qui le joue, et les individus qui le jouent. Donc ça, c'est la première mission. Je suis évidemment parfaitement solidaire de ce qui a été fait à la Ligue nationale de rugby. Alors, pas depuis, j'étais pas là au tout début, mais en tout cas, sur les 2 derniers mandats de Paul Gauze et de René Bouscatel, j'étais de leur vice-président et membre de leur bureau. Donc évidemment, parfaitement solidaire, à la fois des hommes, des équipes, mais aussi des bilans. Je pense qu'il a été fait de très belles choses. Donc la première des choses qu'on a à faire, c'est d'essayer de continuer sur cette dynamique, de saluer le travail de mes prédécesseurs et de tous ceux qui ont œuvré au fait que le rugby professionnel français, et en tout cas ces championnats, se portent bien. La première des missions, c'est d'essayer de continuer sur cette dynamique et de consolider ce qui va bien. Après, on a évidemment des enjeux. Il y en a 3 principaux, je dirais. Bien sûr, la performance de nos championnats et de nos clubs en Coupe d'Europe, et performance évidemment sportive d'abord, mais aussi organisationnelle, et d'essayer de les rendre pérennes dans des modèles et des conditions qui sont pas toujours faciles. Le deuxième enjeu, c'est la santé de nos joueurs, évidemment, de s'assurer, et il n'y a pas d'ordre, ou alors s'il y en a un, la santé évidemment avant celui que j'évoquais pour les championnats et les clubs professionnels, mais évidemment donc arriver à réguler et à organiser ça pour que le rugby reste ce sport merveilleux et qu'il puisse se pratiquer dans de bonnes conditions, tant pour ceux qui sont sur le terrain que pour ceux qui sont autour. Et puis il y en a un troisième qui est évidemment partagé et commun avec la Fédération française de rugby, c'est d'œuvrer à la fois pour le développement de notre sport d'une manière générale et de notre équipe de France qui est évidemment la plus belle des vitrines du rugby français. D'ailleurs, on en parlait du coup un petit peu auparavant, mais le top 14 c'est aujourd'hui l'un des championnats, si ce n'est le championnat le plus puissant au monde dans le milieu du rugby. Quel levier, selon vous, explique déjà cela et comment maintenir cette dynamique, sachant qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'inflation également. Donc, comment vous voyez la chose, vos objectifs à l'avenir? Ouais, je pense que il y a plusieurs explications et plusieurs leviers à ça. Le premier, sans doute, le travail des 30 clubs professionnels français. Ça veut dire qu'il y a des dirigeants, des salariés, des joueurs, des staffs qui mouillent leur maillot pour amener ces clubs à ce niveau-là. C'est évidemment ce qui fait la valeur de nos championnats. Il y a sans doute la structuration de la LNR et de ses partenaires qui y ont aidé. Le premier d'entre eux, c'est évidemment Canal+, qui est notre diffuseur, mais qui est bien plus qu'un diffuseur. Je dirais qu'il y a une vraie part de travail en commun qui a été fait avec Canal+, pour amener le rugby français à ce niveau-là, et Dieu sait s'ils y ont contribué, et ils y contribuent encore. Donc
très clairement. Puis après, d'un point de vue organisationnel, je pense que la structuration de la ligue a mis en place le salary cap qui permet d'essayer, qui est un garde-fou absolument essentiel à la fois pour la compétitivité de nos championnats, le fait qu'il n'y en ait pas un qui dépense 1000 là où les autres sont limités à 100 ou n'ont les moyens d'aller à 100. Parce qu'on part parfois au foot où j'ai l'impression qu'on sait dès le mois de septembre qui sera le champion. Chez nous, dans le rugby, à l'issue de la saison régulière, il y a souvent, au moins 6, mais souvent 8 ou 10 clubs qui peuvent encore être champions. Donc, cette compétitivité est importante. Et puis, c'est aussi un garde-fou pour que les modèles économiques des clubs ne soient pas trop impactés par les salaires. Donc, c'est parfois contraignant, mais c'est essentiel. Je mets aussi dans les réseaux de régulation le système des GIF, joueurs issus de la formation française, qui fait qu'on doit avoir un minimum de 17 joueurs sur chaque feuille de match. Une feuille de match, c'est 23 joueurs, donc on doit avoir 17 joueurs formés en France, ce qui permet aussi de s'assurer qu'il y a une formation qui prend la relève de ceux qui sont là, avec une énorme majorité de joueurs français, ce qui doit contribuer aussi à la dynamique du sport d'une manière générale et bien sûr à l'équipe de France. Voilà. Et puis après, il y a je pense des équipes qui ont bien travaillé bien avant que je sois là, en gros, en mettant en place notamment les demi-finales qui sont un peu un festival du rugby dans une ville chaque année. Et le fait que les stades soient pleins, qu'il y ait de l'engouement pour le rugby, faut à la fois s'en réjouir et surtout pas relâcher nos efforts pour que ça continue ainsi. Les revenus des droits de TV vont encore augmenter cette année. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre ce qui est reversé du côté top 14 et ce qui est reversé plutôt en Pro D2? J'imagine que l'on parlait d'équipe tout à l'heure, là aussi il y a un certain équilibre pour renforcer le rugby pro et en même temps on parlera ensuite des clubs plutôt amateurs, aussi un enjeu là-dessus, mais déjà entre les deux, entre la Pro D2 et le Top 14. Entre les deux, on a un principe de solidarité qui fait que, en gros, tous les revenus de la ligue qui viennent donc des droits télé bien sûr, mais aussi et principalement, mais aussi des droits marketing, de l'organisation des phases finales et des coupes d'Europe. Pour faire simple, il y a 4 grandes sources de revenus à la ligue. Tout ça est mis dans un pot commun et qui est partagé à 70% pour les clubs de Top 14 et à 30% pour les clubs de Pro D2. Et après, au sein de chaque division, il y a un principe de solidarité. Tout le monde a une part égale, puis des principes de méritocratie qui sont distribués en fonction du classement des 5 dernières saisons et puis de la performance des centres de formation et du nombre de joueurs issus de la formation française que chacun fait jouer. Donc oui, ça peut toujours être discuté, ces équilibres. Ils le sont d'ailleurs régulièrement. Je pense qu'on a un point qui est pas mal, qui permet d'avoir 2 championnats qui chacun ont leur place et fonctionnent très bien avec des stades dont les affluences sont en hausse, des audiences télé qui sont en hausse aussi et qui n'ont jamais été aussi bonnes. Donc c'est que le système est pas mauvais. On insiste sur ce principe de solidarité, même si sans doute que la valeur des droits serait peut-être pas la même. Enfin le top 14 est sans doute sous-pondéré là-bas, mais ça permet, vous parliez de l'Angleterre tout à l'heure où il y a 3 clubs qui ont fait défaut. Si par malheur ça arrivait en France, il y aurait des clubs de Pro D2 pour les remplacer. Évidemment, on souhaite à personne de faire défaut, mais ce principe fait qu'on a 30 clubs professionnels. Et puis, si on ajoute après la nationale, on a aussi des clubs qui aspirent à rentrer dans ce lieu. Donc, c'est pas facile, c'est difficile d'y arriver et d'y rester, mais c'est un principe qui me paraît bien marcher et assurer 2 belles divisions, 2 beaux championnats, en plus de tous les championnats amateurs qui aussi ont leur place. Et c'est un des grands points forts du rugby français, honnêtement, d'avoir une division, une première division et une deuxième division presque aussi solide que le milieu bas de tableau du top 14 pour la grande majorité. Là où, par exemple, dans l'hémisphère sud, il y a pas de division, c'est toujours les mêmes équipes. Dans l'ancien Pro 14, Pro 16, c'est pareil, c'est toujours les mêmes équipes. En Premiership, c'est globalement toujours les mêmes équipes. Donc, il y a que vraiment en top 14, on voit cette vraie différence et cette vraie amélioration, entre guillemets. Vous avez raison, et c'est pour ça qu'on attache énormément d'importance à la Pro D2, qui est pas seulement l'antichambre du top 14, qui est un vrai championnat à part entière, plein de ferveur, d'authenticité, un rugby de terroir, avec des équipes qui représentent leur territoire. Et ça, c'est une force extraordinaire du rugby qui vit bien sur l'ensemble du territoire, même si on reste perfectible dans certaines zones, et c'est un de nos enjeux, bien sûr. Mais ça a quand même permis de découvrir de nouveaux territoires. On a eu Vannes l'année dernière en top 14, l'une des premières fois que la Bretagne était présente en championnat.
Exactement. Donc, Et c'est très bien. Et cette expansion tant géographique que sociologique, on l'appelle de tous nos voeux. Donc merci à Vannes, à Rouen aussi, à Nice, à Nevers, d'ouvrir ces nouveaux territoires. Et on espère qu'il y en aura plein d'autres et que la tendance va continuer. vous abordez tout à l'heure le système de GIF qui aidait et qui était bénéfique à l'essor également de l'équipe de France ces dernières années. Vous héritez d'une relation qui est parfois un peu complexe entre la LNR et la FFR. Comment vous définiriez aujourd'hui en fait votre relation avec Florian Grill? Ma relation personnelle avec Florian Grill, elle est excellente. On parle le même langage, on travaille très bien ensemble. Après, il est évident, on parlait des 3 grands objectifs du rugby français: performance de l'équipe de France, performance des clubs et du championnat français, santé des joueurs. Ces 3 objectifs, évidemment, il faut qu'on trouve des équilibres. Donc évidemment, quand on veut un équilibre, ça veut dire que chacun a parfois des intérêts qui sont différents. Ça veut pas dire forcément contradictoires, mais en tout cas, il faut qu'ensemble on trouve les équilibres. Il y a eu des tentatives en plus ces derniers temps avec notamment la liste des joueurs allant en équipe de France qui était un peu modifiée en fonction des saisons, des journées de championnat pour justement permettre au club aussi de pas être trop impacté entre guillemets par le départ de nombreux joueurs en équipe de France. Ouais, oui, il y a un dialogue qui est permanent, qui est important, avec des contraintes que chacune des parties essaye de comprendre. Là, Fabien Galtier, évidemment, doit faire une sélection avec des joueurs qui jouent aussi en club, parfois qui ont moins de temps passé en commun que l'Afrique du Sud, si on parle du prochain match, si eux sont quasiment ensemble non-stop depuis 6 mois. Mais il est bien évident qu'une équipe de France forte, elle passe aussi par un top 14 fort et un rugby français qui va bien. Donc évidemment, il faut qu'il y ait des clubs forts pour qu'il y ait des bons joueurs et pour qu'il y ait une équipe de France qui soit forte. Voilà. Et donc ça implique chacun de faire des concessions et des compromis. Les clubs en font beaucoup pour essayer de mettre l'équipe de France dans les meilleures conditions. Voilà, on a la chance de pouvoir contribuer avec notre fédération à dédommager les clubs, que ce soit la ligue qui prenne en charge l'indemnisation des clubs pendant que leurs joueurs sont en équipe de France, d'essayer de contribuer à notre mesure au rugby amateur et à des projets qu'on fait en commun pour le développement du rugby, comme les conseillers techniques qui sont en région pour aller au quotidien faire grandir notre sport. Ça, c'est le fruit d'un dialogue, d'un travail en commun. Donc on espère de tout cœur que ça va continuer, et pour ça, oui, ça implique des compromis et de travailler en bonne intelligence pour trouver justement les meilleurs équilibres pour atteindre ces 2 objectifs. 3, celui de la santé des joueurs, il est évidemment impérieux, mais cumuler les 2 objectifs de performance de l'équipe de France et des clubs professionnels. Quelle est votre position sur le rugby féminin? On a vu super championnat du monde là dernièrement. Est-ce que c'est un enjeu pour la Ligue d'ouvrir peut-être demain un nouveau championnat Alors ça reste une compétence fédérale parce que le rugby féminin est pas encore professionnel, donc il y a pas de ligue en charge. Enfin, en tout cas, la Ligue nationale de rugby n'est en charge que du rugby professionnel masculin. Par contre, on l'accompagne évidemment de notre mieux. Encore une fois, avec notre diffuseur et partenaire qui est Canal+, qui met en avant des journées d'élite une, et on essaye de mettre ça et de mixer ça avec des belles affiches de top 14, d'avoir parfois des matchs en levé ou en baissé de rideau d'élite une qui sont aussi diffusés sur Canal+. On a parfois, là récemment pour la Coupe du Monde féminine, changé notre programmation pour permettre au public qui aime le rugby de suivre l'équipe de France et le top 14 pour montrer que les deux étaient pas en concurrence, mais évidemment se complétaient. Et puis on a l'Inextinso Super Sevens qui lui devient, on a déjà accueilli le championnat féminin, donc le championnat de France féminin de rugby à 7, et on va pérenniser cette formule pour la rendre vraiment mix avec un championnat, un Inextinso Super Sevens avec 16 équipes masculines et 10 équipes féminines aussi sur l'ensemble des étapes dès la saison prochaine. D'ailleurs, la meilleure joueuse de l'Extenso Super Sevens à Watunkara était étudiante ici à l'ESG Sport. C'est vrai, très bien. Encore un bel exemple comme quoi rugby et études sont compatibles. Bravo à elle. Exactement. Maintenant, on va un peu recomparer le modèle à la fois économique français et à l'étranger. Donc, le top 14 il semble totalement prospère, alors que le rugby anglais ou gallois, il souffre énormément. Surtout le rugby gallois actuellement. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue le modèle français des modèles étrangers?
Alors oui, avant tout, c'est pas une bonne nouvelle que le championnat gallois aille mal ou qu'il y ait des équipes en moins dans le championnat d'Angleterre. On serait ravis que les Anglais, pour pouvoir mieux les battre, bien sûr, on aspire bien sûr à rester les meilleurs en Europe et si possible dans le monde, enfin que nos clubs remportent ces compétitions. Mais pour ça, on a besoin que le monde aille bien et qu'il y ait une compétition. Donc on espère que ces réorganisations qui ont cours, notamment au Pays de Galles ou en Australie, vont porter leurs fruits pour faire monter le rugby. L'idée là, c'est pas de manger la plus grosse part du gâteau, c'est d'abord de faire grossir le gâteau d'une manière générale, du rugby mondial d'une manière générale, pour que chacune des parts soit plus grosse. Après, ce qui fait la différence, je pense qu'on a très clairement la chance d'être accompagné par Canal+, d'avoir une structuration qui est sans doute, d'avoir une structuration qui permet d'avoir plus de monde dans les stades, plus de droits télé, des phases finales qui sont toujours archi pleines, et ça, faut rendre hommage, je pense, au travail qui est fait par les clubs, parce que c'est avant tout là qu'il est, en gros, et puis et ce travail porte ses fruits dans chacun des clubs, même si, encore une fois, les situations sont parfois difficiles, et du coup, rendons hommage à l'investissement et à la compétence des dirigeants, salariés et actionnaires qui permettent ça. Donc je pense que cet investissement est clairement la première raison, puis sans doute la structuration et l'organisation faite par la Ligue permet d'avoir des championnats qui vont bien, et ça, merci à nos partenaires de nous accompagner et au public qui est fidèle et qui donne cette dynamique autour des acteurs principaux qui sont évidemment les joueurs. On parlait de Canal+, ils accompagnent le rugby depuis plusieurs années. Au-delà de la diffusion, sur quel aspect est-ce qu'ils vous allez vous structurer et développer le rugby professionnel? Il y a clairement, c'est sans doute le meilleur promoteur qui soit du rugby français. La compétence et la technique la mise en avant qu'ils ont amené pour le rugby, extraordinaire. Vous êtes sans doute trop jeune pour avoir vécu ça, mais moi, quand j'étais petit, le samedi, il y avait un match de rugby et un match de basket en alternance sur la 3, qui s'appelait FR3 et pas France 3. Donc, la mise en avant du basket français ou du rugby français était les mêmes. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'on fait des plus grosses audiences, et ça, très clairement, c'est sans doute grâce à Canal+, qui a amené son savoir-faire, son exposition, sa compétence, au-delà des droits qui nous ont permis de grandir et de faire avancer nos clubs. Donc c'est plus qu'un diffuseur, c'est un véritable partenaire avec qui on a grandi et qui t'en soit remercié. Puis cette mise en avant, en plus, on l'a encore vu récemment, notamment hier, où Canal+ a préféré diffuser l'affiche Rugby Club Toulonnais Stade Toulousain plutôt que par exemple le Grand Prix de Formule 1, qui rapporte forcément également énormément à la marque en termes d'abonnés, mais également en termes de moyens financiers. Donc ça montre une réelle confiance que Canal+ a également vers la LNR, confiance qui est forcément, je m'en doute, au vu de vos déclarations, réciproque. Oui, bien sûr, et c'est vrai hier, mais c'est vrai régulièrement aussi. Pour en avoir parlé avec Maxime Saada et les équipes de Canal+, pour nous, c'est une marque de reconnaissance extraordinaire pour notre sport d'avoir le prime time du dimanche soir et du samedi soir, donc les deux plus belles cases, tout programme confondu de Canal+, qui sont mis en avant au rugby. C'est évidemment une belle reconnaissance pour notre sport, une belle exposition, et puis ils font pas ça simplement parce qu'on s'aime bien. Bien sûr, je m'en doute. Voilà, c'est qu'ils y trouvent leur compte aussi. Donc ça veut dire que c'est bien, effectivement, d'avoir un peu plus de 2 millions de personnes qui regardent du rugby chaque week-end sur Canal+. Ça montre qu'il y a une appétence pour ce sport, et c'est gagnant pour Canal, bien sûr, pour nous, bien sûr, et pour les téléspectateurs qui y trouvent leur compte. Donc pourvu que ça dure, et cette relation, elle est évidemment clé pour le succès de notre sport et sa mise en avant. On espère, en tout cas, en tant que fan de rugby, c'est toujours un plaisir d'avoir vraiment une vraie couverture de A à Z de la compétition, avec forcément tous les reportages qui vont avec aussi aux alentours, qui permettent de découvrir à la fois les organisations, les clubs, mais également aussi les joueurs, pour être à la fois plus proche d'eux. Et c'est aussi ce qui permet après d'avoir de meilleures ventes entre guillemets en billetterie dans les stades pour continuer de développer ce beau sport qu'est le rugby. Ouais, vous avez raison de souligner, le fait d'avoir des bonnes audiences est absolument pas incompatible, au contraire, avec le fait d'avoir du monde dans les stades. Bien sûr. Et ça, on y revient, mais le fait d'avoir un salary cap qui fait qu'il y a une
compétitivité qui est extrême dans le club. Enfin là, à l'heure où on se parle, je crois qu'il y a, 6 points entre le premier et le 12e, Ouais, quoi, en gros. Donc donc évidemment, que ça met, il y a de l'intérêt à tous les matchs, et des enjeux à tous les matchs et à tous les niveaux. Donc tant mieux, et pourvu que ça dure. Donc effectivement, vous avez durci un petit peu les règles du salary cap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce que c'est mis en place? Ouais, c'est un gage de compétitivité et de durabilité, compétitivité de nos championnats et durabilité pour le modèle économique de nos clubs. C'est une somme limite qu'on n'a pas le droit de dépasser. Elle est publique, c'est 10 700 000 euros, auquel s'ajoute un crédit par joueur international qu'on a dans chaque club. Donc, ça permet d'éviter qu'il y ait un club beaucoup plus riche que les autres ou avec beaucoup plus de moyens que les autres qui viennent écraser la compétition. Donc c'est contraignant évidemment pour les clubs parce que ça contraint tous les clubs à faire des arbitrages entre une dépense et une autre, entre tel joueur ou donner ce qu'on donne à l'un, on peut pas le donner aux autres. Et puis récemment, le plus gros cas, ça a été avec Cheslin Colby aussi, notamment quand le passage de Toulouse à Toulon, où vous avez notamment sanctionné les deux clubs parce qu'ils n'étaient pas assez transparents sur tous les revenus provenus pour le joueur. Et donc oui, exactement, ça implique des obligations de respect de ce salary cap parce qu'il ne vaut que s'il est respecté. Donc évidemment, s'il y a des manquements, ils doivent être sanctionnés et c'est aussi des obligations de transparence, quoi. Donc d'une manière générale, ça est effectivement c'est garant de compétitivité, même si c'est bien sûr contraignant, quoi, en gros. Et ça n'empêche pas, important de rappeler qu'on est quand même le championnat qui distribue le plus d'argent aux joueurs dans le monde. Les masses salariales sont les plus grosses en France que n'importe où dans le monde. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre d'avoir un salary cap. C'est évidemment contraignant pour certains, je ne le nie pas du tout, mais c'est protecteur à la fois pour l'énorme majorité des 1000 joueurs qu'on a en France, mais aussi pour nos championnats d'une manière générale et leur compétitivité, c'est absolument essentiel. Je pense qu'il y a le Japon aussi qui a essayé de concurrencer en termes de masse salariale, sauf que en termes de compétitivité sur le terrain, ils pourront jamais être égales à l'échelle française. Pour l'instant, non. Et puis oui, il faudra se reposer des questions si ça doit. Après, ils sont pas la compétition elle est pas en termes de masse salariale, c'est de salaire payé à une personne où effectivement ils ont, chez nous, oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu collectif qui fait que ça limite ceux qui pourraient gagner d'autant plus. C'est contraignant et j'en suis désolé, mais c'est nécessaire pour l'ensemble de la procession et pour l'ensemble du sport, voilà. Et c'est vrai que il faudra se reposer la question si un jour la majorité des joueurs du 15 de France par exemple s'en va et quitte notre championnat, évidemment il faudra essayer de le rehausser. Mais pour pouvoir rehausser, il faut avoir des clubs qui vont bien et qui sont capables de payer les salaires. Important de rappeler qu'il y a encore une majorité de clubs qui perdent de l'argent. Donc, merci à ceux qui sont là de combler ces trous. Et puis, à nous tous collectivement, d'essayer de continuer à développer notre sport, pour que, les salaires les plus hauts du monde puissent continuer à être assumés et que les plus grandes stars de ce jeu, elles continuent à venir jouer en France pour remplir nos stades et donner du plaisir au public et à le partager tous ensemble. Bien sûr. Alors, il y a une menace de grève qui a été brandie cet été par le syndicat des joueurs, Proval. Pour le coup, question de management, comment est-ce que vous avez réussi à rétablir la confiance envers les joueurs? Je sais pas à quel point ils ont vraiment envisagé une grève. L'idée, c'était simplement de faire participer l'ensemble des parties, donc les joueurs, au respect du salary cap, parce qu'il est protecteur pour tous, pas seulement pour les clubs, mais évidemment pour les joueurs et pour le fait que les salaires soient payés en fin de mois à tous. Donc il y avait sans doute une petite incompréhension sur ce qui était demandé. Il n'a jamais été question de rentrer dans les comptes des joueurs. C'est le cas en Angleterre où leurs feuilles d'impôt, leurs comptes peuvent être auscultés par le salary cap manager. C'est absolument pas le cas en France. Par contre, c'est important que oui, les joueurs jouent le jeu en déclarant leur partenariat pour tout simplement s'assurer de la cohérence des déclarations qui sont faites par les clubs au salary cap et pour le respect de ce salary cap et donc de la compétitivité de nos championnats et de la durabilité des clubs. Il faut que chacun joue son rôle. Les joueurs l'ont bien compris et puis on était évidemment heureux de les voir sur le jeu. Enfin, je pense pas qu'ils aient
ils ont envisagé de pas jouer et de s'aborder leur outil de travail, ce qui aurait évidemment été néfaste pour tout le monde. Donc réjouissons-nous, pareil, et rendons hommage au dialogue qui est entrepris. On travaille très bien avec les équipes de Proval, et Dieu sait si c'est important d'écouter tout le monde et les joueurs en particulier, parce que c'est évidemment les premiers acteurs de notre jeu et le plus important dans tout le rugby français, c'est bien sûr ce qui se passe sur le terrain. Donc évidemment heureux de ce dialogue et du fait de construire ensemble. Vous avez pris position récemment contre l'idée d'un top 12. Pourquoi estimez-vous important que le top 14 perdure? Ouais, alors oui, la question était un peu provocante, c'est parce que on m'avait dit est-ce qu'il faudrait pas un top 12 parce qu'il y a deux équipes qui à l'heure actuelle sont loin derrière. Donc on m'avait posé la question au bout de 4 ou 5 journées de championnat. C'est une question qui aurait pu en plus revenir cette année également. Oui, alors c'était effectivement, après je pense que le top 14 c'est peut-être la pire des formules, mais à l'exception de toutes les autres, parce qu'on a sans doute besoin d'équilibre dès qu'on touche à une brique. Évidemment que c'est l'édifice global qui est remis en cause. Donc je pense que oui, à 14 on a la chance d'avoir un championnat qui est un vrai feuilleton. On parlait de la qualité de retransmission de Canal+ et du fait que les gens étaient au rendez-vous parce qu'il y a un vrai feuilleton qui dure sur toute une saison et qui nous tient en haleine parce que à défaut d'être reposant, c'est un feuilleton qui est passionnant et avec des rebondissements très réguliers et puis des matchs en jeu tout au long de l'année et puis des phases finales qui sont évidemment l'apothéose d'une saison. Donc je pense que c'est important de garder ça. Après le fait d'avoir 14 clubs, le fait d'avoir un top 14 permet d'avoir 14 clubs, d'avoir 13 matchs à domicile pour chacun. Chacun de ces matchs est important. Il y en a évidemment des moins disputés que l'autre. Mais cette année, s'il y a deux clubs qui semblent un peu en difficulté, encore une fois, n'oublions pas qu'il reste 18 journées. Donc, il n'y a rien de définitif, même si une tendance semble se dessiner. Et regardons l'année dernière où ça s'est dessiné très tard et où Vannes, qui a été relégué, a fini dernier, a fait un championnat extraordinaire. Donc la vérité d'un jour est pas forcément celle du lendemain. Et notre job à la Ligue, c'est d'essayer de prendre un peu de recul pour essayer de conserver les équilibres les meilleurs possibles. Et dernière question, peut-être quelle est selon vous la prochaine étape pour faire grandir le rugby français au regard des différents publics, la génération Z qui regarde peut-être moins Canal+ qu'avant. Comment vous voyez Ouais, l'avenir? il faut effectivement, nos enjeux, c'est de grandir à la fois géographiquement, donc en sortant des bastions historiques, même s'ils sont absolument importants, et c'est essentiel que dans les terroirs rugbystiques, on continue à jouer au rugby, mais d'aller dans de nouveaux territoires. Et puis, vous le disiez, dans de nouvelles populations aussi. Donc, ça implique effectivement d'ouvrir un peu le rugby, de faire comprendre qu'on ait joué ou pas, quel que soit son sexe, son âge, sa religion ou ses pensées, on a sa place dans un stade de rugby. Donc, effectivement, on a la chance d'avoir des joueurs qui ont des personnalités qui sont extraordinaires, donc on va les aider à les mettre en avant et eux le font très bien aussi. Donc ça, on espère que ça va effectivement conserver notre public et en attirer de nouveaux parce que il reste des places dans les stades, même s'il y en a beaucoup qui jouent à guichet fermé et devant la télé pour que le rugby continue à grandir, parce que c'est un sport de valeur assez extraordinaire et où chacun a sa place pour venir partager des émotions que seul le rugby peut nous offrir. Et puis j'avais une toute dernière question un peu qui fait référence à l'actualité assez fraîche. On a le journaliste Titouan Laurent qui travaille au Sport Business Club, qui est également intervenant ici au sein de l'ESG Sport, qui avait questionné Antoine Dupont lors d'une conférence de presse dans les locaux du groupe Canal sur son regard concernant le droit à l'image individuelle dans le rugby. Donc sa réponse, elle a fait un peu l'effet d'une bombe dans le milieu du rugby, avec énormément de gros médias français comme l'équipe Canal qui ont repris l'information. Quel est votre avis sur cette situation? Ouais, alors on discute avec Antoine qui évidemment, je pense que ces déclarations ont pris beaucoup d'ampleur, mais il a jamais voulu remettre en cause le salary cap parce que je pense qu'il est conscient du bien fondé de ce dispositif. Après, il est contraint, et c'est vrai, son club aussi, par le fait que s'il peut avoir
avoir autant de partenaires qu'il le veut pour son droit à l'image individuelle. Il peut travailler avec toutes les entreprises qui ne sont pas partenaires du Stade Toulousain. Il y en a beaucoup, mais l'énorme majorité des clubs ont quelques partenaires protégés. C'est le cas du Stade Toulousain, bien sûr, qui préfère que ses joueurs aient un partenariat avec ses propres partenaires plutôt qu'avec des concurrents. Donc effectivement, ça c'est une contrainte parce que pour des raisons évidentes de contournement salarial, si on n'avait pas cette règle, il serait facile pour un club de tricher versus le salary cap, même si c'est pas l'intention, mais de dire à un partenaire, tu me donnes un peu moins d'argent en partenariat et tu le donnes à mes joueurs, comme ça compte pas dans mon salary cap et ça passe. Ça c'est une contrainte pour ceux qui ont la notoriété suffisante, et c'est le cas d'Antoine Dupont, pour avoir des partenariats individuels avec des partenaires collectifs de leur club, mais c'est pas facile de trouver une solution. Donc bien sûr qu'on en discute avec à la fois les joueurs pour leur faire comprendre nos contraintes, pour comprendre les leurs, et bien sûr que Proval, leur syndicat, est représenté dans nos discussions aussi. Parfait, merci beaucoup Yann Roubert, président de la Ligue nationale de rugby. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à notre invité de s'être livré à notre micro et de nous avoir partagé son expérience. Pour être sûr de ne pas passer à côté des prochains épisodes, abonnez-vous à notre podcast. Et si ça vous tente de nous rencontrer, passez nous voir à l'école. Le SG Sport est présent à Paris, Aix, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Toulouse et Biarritz. À très vite.